Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être l'invitée de BFM TV. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle, arrivée deuxième donc à ce premier tour. Merci donc de répondre à nos questions pour ce rendez-vous exceptionnel qui dure jusqu'à 20h et qui sera rediffusé de 20h à 21h. En février 2011, vous avez dit « Tout le monde sait ce qui s'est passé dans les camps et dans quelles conditions. Ce qui s'est passé est le summum de la barbarie. Croyez-moi, cette barbarie, je l'ai bien en mémoire. » Ça, c'est ce que vous dites et vous avez dit. Aujourd'hui, Jean-François Jalc a été remplacé par Steve Briouat à la tête de votre parti pour avoir tenu, a priori, des propos révisionnistes, notamment sur les gaz utilisés dans les camps de concentration. Donc ma question est simple. Dans votre parti, et non pas vous, mais dans votre parti, à un niveau élevé de dirigeants, est-ce qu'il y a encore des gens qui pourraient nier la Shoah, qui pourraient être révisionnistes ou négationnistes? Et dans ce cas, Madame Le Pen, si vous êtes élue la semaine prochaine, est-ce que dans votre gouvernement, dans vos proches, dans votre cabinet à l'Élysée, est-ce qu'il y aurait des gens qui tiendraient ce type de propos? Madame, Monsieur Jalc porte plainte à la suite de cette accusation. Il est très affecté d'ailleurs par cette diffamation dont il est victime et il a refusé le poste de président par intérim parce qu'il pensait qu'à cause de ces accusations diffamatoires portées contre lui, il ne pouvait pas sereinement remplir cette fonction. Vous le savez, j'ai rompu avec mon père pour des propos qui étaient inadmissibles. Par conséquent, je trouve que cette volonté en toutes circonstances de vouloir laisser penser qu'il y aurait des complaisances à l'égard de ces thèses est pour le moins troublante. Que les choses soient très claires. J'abhorre ces thèses. Je n'admets pas qu'on puisse les défendre. Je l'ai toujours dit, ma position est extrêmement clair. Je l'ai rappelé. Il n'y a pas dans la direction du Front National de gens qui défendent ce genre de thèse. Maintenant, cette affaire est devant le tribunal. Monsieur Jalc a porté plainte. J'aimerais quand même que vous évitiez peut-être de rajouter de la diffamation à la diffamation à son égard. Non, c'est en tout cas un fait et un fait de campagne. Il n'y a pas que Monsieur Jalc, il y a aussi Bruno Gollnisch qui est membre de votre conseil stratégique de campagne et qui en octobre 2004 voulait aussi débattre sur l'ampleur de la Shoah. Donc Madame Bruno Gollnisch a été totalement lavé de ces accusations. Je n'ai pas dit qu'il avait été condamné, j'ai juste dit qu'il avait évoqué ça. La question est, est-ce que vous avez vraiment réussi finalement cette dédiabolisation, c'est-à-dire que vous avez un discours, une réalité peut-être personnelle, mais est-ce que votre parti qui viendrait au pouvoir avec vous si vous étiez élu, lui, s'en est réellement débarrassé? Mon parti viendra au pouvoir avec moi, comme vous dites, avec l'ensemble d'une majorité présidentielle. C'est d'ailleurs celle que je suis en train de constituer. Et mon parti luttera contre le fondamentalisme islamiste avec une fermeté absolument totale, car aujourd'hui, on peut le dire, le danger qui pèse sur nos compatriotes juifs, c'est pas la première fois que je le dis, c'est la montée en puissance du fondamentalisme islamiste. C'est cela le danger majeur. Je pense que beaucoup de nos compatriotes en sont conscients et je l'ai dit et je le redis, je pense être leur seul bouclier, c'est-à-dire la seule et particulièrement dans ce second tour à avoir en même temps la lucidité, l'énergie, la volonté d'éradiquer ce fondamentalisme islamiste. Je note que ça n'est pas tout à fait la même chose. Pas la question n'était pas celle-là, la question était celle du révisionnisme et du passé de votre parti. Vos questions, madame, sont plus longues que mes réponses. Bon. Je pense que ça n'est pas le cas de monsieur Macron, qui est soutenu par l'UOIF, c'est-à-dire une organisation islamiste dont je demande la dissolution, qui accueille régulièrement dans son congrès des gens qui appellent au meurtre des juifs, au meurtre des homosexuels. Il est soutenu par monsieur Hani Ramadan, le frère du célèbre
célèbre Ramadan, qui lui-même a justifié la lapidation des femmes. Et je compte, moi, m'attaquer à toutes ces associations qui diffusent cette pensée mortifère dans notre pays. Voilà, je crois que personne ne doute de ma volonté dans ce domaine. Et par conséquent, voilà, je suscite, je crois, dans ce domaine une confiance absolument totale et qui est justifiée. Alors apparemment, parmi les soutiens d'Emmanuel Macron, il y a un très grand nombre de représentants de religions, dont y compris des islamistes. Y compris des... Qu'il considère comme des braves types, puisqu'il a considéré que M. Saou, qui est un de ses conseillers, malgré le fait qu'il soit un islamiste radical, était un brave type. Eh bien, moi, je ne le considère pas. Je ne considère pas que les islamistes radicaux soient des braves types. Je pense que ce sont des gens éminemment dangereux, qu'on a laissé, encore une fois, se développer sur notre territoire, recruter sur notre territoire. Nous allons parler de cela. Et ceci est un danger majeur, car la conséquence de cela, eh bien, c'est évidemment la montée en puissance de cette idéologie qui est le fondement du terrorisme islamiste. On va parler de la lutte contre le terrorisme et de votre action éventuelle là-dessus. Dans ce premier tour, vous êtes donc arrivé en seconde position. Vous avez reçu le soutien de Marie-France Garot ce matin. Est-ce que... J'en suis très fière, car c'est une grande dame de la souveraineté et de la défense de la France. Est-ce que vous allez recevoir le soutien de Nicolas Dupont-Aignan, que vous avez rencontré en fin d'après-midi aujourd'hui? Oui, j'ai rencontré Nicolas Dupont-Aignan. Nous avons parlé de la France, précisément, et de son avenir. Et il est invité ce soir aux 20h de France 2, où je suppose qu'il explicitera sa pensée. Et donc vous êtes sa position. Vous êtes satisfaite de ce rendez-vous? Mais encore une fois, M. Dupont-Aignan parlera ce soir aux 20h de France 2, et on en saura tous beaucoup plus. Oui, mais vous êtes satisfaite de ce rendez-vous? Oui, apparemment. Écoutez, Madame Elkrief... Non, mais parce que ce à quoi on assiste, et je voudrais que vous essayiez de m'expliquer, on ne voit pas le même front républicain qui a eu lieu en 2002. Comment l'expliquez-vous, justement ? Mais parce que je pense que la gauche et la droite sont, encore une fois, une séparation totalement artificielle, que beaucoup de Français s'en sont rendus compte, et qu'aujourd'hui, le vrai clivage, celui qui traverse le pays, et celui qui va déterminer d'ailleurs son avenir, c'est le clivage entre les patriotes et les mondialistes. Il y a ceux qui sont sur la rive des patriotes et ceux qui sont sur la rive des mondialistes. Sur la rive des mondialistes, il y a l'intégralité de l'oligarchie qui va de l'UOIF à la CGT, en passant par le MEDEF, par des grands patrons de presse, etc., par tous les grands groupes financiers qui ont tant à gagner à l'élection de M. Macron. Donc on est vraiment dans une dichotomie où la question c'est qui va être défendu dans les 5 prochaines années? Est-ce que c'est encore l'oligarchie qui va... L'oligarchie, c'est un mot de Jean-Luc Mélenchon que vous avez adopté entre les deux tours. On va y venir. Que j'utilise depuis assez longtemps. En fait, non, mais vous avez remplacé le mot système par le mot oligarchie pour parler aux insoumis, en l'occurrence. Qui va capter la France pour bénéficier, ou pour tirer en tout cas d'elle des intérêts privés, ou est-ce que l'on va choisir la France, voilà, choisir la France et surtout choisir le peuple, parce que c'est lui qui est le sujet essentiel, vous le savez, en même temps de mes préoccupations et qui Emmanuel sera le sujet Macron, essentiel il dit de vous mon action politique. Que vous êtes une héritière, alors que vous vous dites du peuple, que vous êtes l'héritière du système, que vous êtes née dans un château, que vous donnez des leçons alors que vous prétendez du peuple. Un mot sur Ça m'amuse parce que ce sont exactement les arguments qui étaient développés par Harlem Désir avec SOS Racisme. Ça nous reporte au début des années 90. Ça veut pas dire qu'il avait tort. J'avoue qu'en termes de nouveauté, très honnêtement, ça sent quand même la naphtaline, ce genre d'argumentation. Ça démontre surtout que M. Macron n'a pas envie d'aller sur le fond. Il n'a pas envie que l'on parle de Whirlpool, par exemple. On va y venir parce que ça m'intéresse beaucoup, j'y étais et je voudrais vous en parler. Mais juste un mot sur l'ambiance de votre campagne et notamment du meeting de Nice hier soir où il y a eu des insultes à caractère sexuel que je ne répéterai pas qui ont été proférées contre Emmanuel Macron. Oui, Est-ce que c'est le fait de quelques individus. Moi, j'ai pas entendu ces propos-là, mais c'est éminemment condamnable. Vous condamnez cette violence et en tout cas ces termes et ces insultes. Alors, un petit mot juste aussi sur dans l'actualité du jour encore, Zinedine Zidane qui a dit qu'il fallait éviter le Front National. Comment réagissez-vous ? Écoutez, c'est son avis. Que je vous dise.
peut donner des conseils en foot, il est assez bon, il faut bien le dire, mais en politique, c'est pas une certitude. Hein. Vous me direz, avec ce qu'il gagne, je comprends qu'il vote Macron en même temps. Parce que comme M. Macron veut faire en sorte que les gros ISF ne payent plus d'imposition, je suppose que M. Zinedine Zidane a pas mal de capital. Oui, c'est un beau parcours. Vous le souhaitez pour les Français ou pas, pour les jeunes Français ou pas? Pas mal de capital financier et que donc il a tout intérêt probablement à l'élection de M. Macron pour préserver la richesse qu'il a pu obtenir grâce à son talent. Est-ce que vous souhaitez aux jeunes Français d'avoir une belle carrière? Parce qu'il est sorti d'un quartier comme la Castellane et il a fait une très belle carrière. Oui, est-ce que c'est oui, mais si vous voulez, je crois que l'argumentation consistant à dire aux jeunes de quartier que la seule perspective pour eux, c'est soit de devenir footballeur, soit de devenir dealer, c'est terrifiant. Les jeunes Français d'origine étrangère qui sont dans les quartiers, ils veulent être ingénieurs, boulangers, ils veulent que leurs enfants aillent dans des écoles qui soient des écoles qui leur apprennent et qui leur donnent les savoirs fondamentaux pour pouvoir faire leur carrière. Ils veulent pouvoir acheter un appartement ou une petite maison pour pouvoir se constituer un capital. Ils veulent vivre en sécurité. Ils veulent que la voiture qu'ils ont achetée avec leur salaire, et ils ont eu du mal à l'acheter, ne soit pas brûlée par des voyous. Voilà. Ils sont, Madame Elkrief, des Français comme les autres. Et ils veulent être traités comme des Français comme les autres. Emmanuel Macron était à Sarcelles hier. Vous êtes allé à Amiens alors qu'il était à Whirlpool. On va parler de Whirlpool dans un instant. On va écouter Emmanuel Macron qui était à Sarcelles hier et qui dit je suis là où elle ne peut pas venir. Vous pouvez continuer à le faire et à dire les politiques ne valent plus rien de toute façon. Suivons les images de la grande démagogie en marche. Madame Le Pen. Madame Le Pen, elle ne peut pas venir dans un quartier comme celui-ci. Parce que qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut qu'il s'en aille. Elle veut séparer la France, la casser en deux. Vous irez à Sarcelles? Au-delà dans un certain nombre de quartiers, il faut bien dire que je ne peux pas aller. La police non plus ne peut pas y aller. Les pompiers non plus ne peuvent pas y aller. Et je trouve que quand on est candidat à la présidentielle, on ne devrait pas s'en réjouir. On devrait au contraire le déplorer. Et je ne mets pas d'ailleurs dans cette analyse l'ensemble, encore une fois, des gens qui vivent dans les banlieues et qui sont bien souvent soumis à la pression des caïds, à l'insécurité. Vous irez à Sarcelles par exemple ou dans un des quartiers? Vous irez? Mais je n'ai pas de leçons à recevoir parce que M. Macron, une fois de plus, a monté une opération. Est-ce que vous savez dans quelle association il est allé? C'est une association qui s'appelle Sport dans la ville. Et cette association, elle est financée par Dassault, elle est financée par Total, elle est financée par Mme Bettencourt, elle est financée par JP Morgan, elle est financée par la Société Générale, c'est-à-dire en réalité par l'intégralité des amis de M. Macron. Si une démonstration devait être donnée, eh bien elle a été donnée. Bon, voilà. Pour aider les jeunes dans les quartiers, il y a très souvent des entreprises qui donnent de l'argent, c'est comme ça qu'on aide aussi, et c'est comme ça qu'on fait travailler. Les grands intérêts financiers organisent la campagne de M. Macron, ont récupéré de l'argent pour lui, ont organisé les associations de quartier, elles ont besoin d'argent par les fondations des entreprises. C'est normal. Et maintenant, ils organisent même en réalité les déplacements de M. Macron qui semble être assez fébrile dans le cadre de ce second tour. Il perd ses nerfs, il est très agressif, il monte dans les aigus. Je crois que ça démontre encore une fois une fébrilité parce qu'il sent que son projet commence à être connu des Français. Et que de la même manière qu'après la primaire, les Français ont découvert le projet de M. Fillon et s'en sont séparés avant même les affaires auxquelles il a été confronté, eh bien les Français découvrent le projet de M. Macron et se rendent compte de sa brutalité. Alors on va parler de ce projet. Il est fait pour les forts et la vraie question que doivent se poser les Français, c'est est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils seront dans le camp des forts ou est-ce qu'ils ne seront pas broyés par ce projet qui en réalité vise à écarter tous ceux qui ne participent pas de l'oligarchie qui se rencontre à la Rotonde? Vous allez vous appelez directement aujourd'hui les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et comme je le disais, vous utilisez le mot oligarchie, vous avez appelé à dégager les gens hier, tout ça c'est un discours de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous pourriez gouverner avec Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous pourriez faire une majorité avec lui après à l'Assemblée nationale? Encore une fois, le vrai sujet c'est la France. On a des divergences avec Jean-Luc Mélenchon qui sont des divergences profondes.
honnêtement, je ne le cache pas. Oui, vous l'avez traité d'immigrationniste pendant toute la campagne. Il est un immigrationniste, il veut la régularisation de l'intégralité des clandestins. Moi, je ne nie pas la réalité de ces divergences, mais je dis que la situation et le choix qui est à faire est tellement grave pour notre pays que les électeurs de M. Mélenchon doivent se poser la question, vont-ils voter pour un banquier d'affaires qui a, encore une fois, trahi les intérêts nationaux au bénéfice d'intérêts privés? Est-ce qu'ils vont voter pour la continuation de François Hollande en 10 fois pire? Est-ce qu'ils vont voter pour quelqu'un qui annonce d'ores et déjà que par ordonnance, il va détruire le droit du travail, c'est-à-dire sans même passer devant le Parlement? On va avoir c'est ça la vraie question. Et vous voyez, c'est en leur fort intérieur qu'il faut qu'ils se posent cette question. Est-ce que dans la sensibilité sociale qui est la leur, est-ce qu'elle correspond à l'épouvantable projet qui est celui de M. Macron dans Écoutez la réponse en tout cas de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Oui, après tout, c'est évidemment lui qui est aussi le premier concerné. Je ne voterai pas Front National, tout le monde le sait. Ce que je vais voter, je ne vais pas le dire. Mais il n'y a pas besoin d'être grand clair pour arriver à deviner ce que je vais faire. C'est un crève-cœur pour nous quand elle arrive à les convaincre. Des fois, elle se déguise et prend nos habits et elle remue comme nous, quoi. Elle essaye de faire du Mélenchon. Elle se dit comme ça, on va duper les gens. Hein. Vous cherchez à duper les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est lui qui l'a dit. C'est un adversaire politique. Mais encore une fois, nous sommes confrontés à un choix qui est un enjeu de civilisation. Alors, est-ce que vous pourriez gouverner avec lui ou est-ce que vous pourriez faire une majorité avec des députés mélenchonistes après? Manifestement, il ne le souhaite pas. Mais vous le souhaiteriez? Une majorité souhaiteriez présidentielle avec tous les patriotes qui participeront, encore une fois, qui auront choisi la France. Parce que c'est ça le titre de ce second tour. C'est ça la profession de foi qui est la mienne, choisir la France. Tous ceux qui choisiront la France auront vocation dans ce grand rassemblement des patriotes, d'où qu'ils viennent, quel que soit leur parcours, quel que soit leur vote du premier tour, à y participer, parce que ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire barrage à la captation de la France par les intérêts. Aujourd'hui, il vous faudra à peu près 10 millions de voix supplémentaires pour arriver en tête. Madame, c'est qu'il n'appelle pas à voter pour M. Macron. Voilà. Il n'appelle pas à voter pour M. Macron car il appelle à voter contre vous quand même. Oui, mais il n'appelle pas à voter pour M. Macron car il sait au fond de lui qu'encore une fois, le projet de M. Macron est un projet de déconstruction de notre système de protection sociale. Il veut rester dans l'opposition après si M. Macron est élu et comme ça, il ne vous laisse pas la seule dans l'opposition, c'est tout. Enfin, c'est de la tactique politique. Chaque Français se posera la question en son fort intérieur et aura ce choix à faire. Et moi, je leur dis, venez avec moi. Voilà, venez pour combattre, encore une fois, la prise en main de la politique depuis des années par un petit groupe. Venez imposer la démocratie par le référendum d'initiative populaire, par le retour de la proportionnelle. Venez aider à augmenter le pouvoir d'achat des plus fragiles d'entre nous. Apparemment, il y en a d'autres vieillesse, l'allocation adulte. Oui, vous avez les mêmes programmes. Vous avez le même programme sur beaucoup de choses. Vous avez le même programme que Jean-Luc Mélenchon. Venez arrêter les délocalisations qui se démultiplient parce que aujourd'hui c'est la mondialisation sauvage qui a pris le pas et auquel se sont soumis l'ensemble de ceux qui nous ont dirigés depuis des années. Venez lutter contre la concurrence. Alors on va parler des moyens. Déloyale, on va parler des moyens. Contre la concurrence nationale déloyale au travers de la directive détachement des travailleurs. Voilà. Sur laquelle vous vous êtes abstenu au Parlement européen que vous n'avez pas voté. Non, ça n'est pas vrai. Ah si, madame. Si, je l'ai retrouvé. Non, madame, ça n'est pas vrai. C'est une modification, c'est un texte de lutte contre la fraude à la directive détachement des travailleurs, dont j'ai considéré qu'elle était une escroquerie, car en réalité, moi je ne veux pas lutter contre la fraude à la directive détachement des travailleurs, je veux lutter contre la directive détachement des travailleurs. Et même si on ne fraude pas, on crée les conditions d'une concurrence déloyale entre les salariés français et les salariés étrangers, et je ne veux pas de cela. Vous êtes abstenu sur beaucoup d'autres choses, la directive. Donc sur le TAFTA, vous n'étiez pas présente au débat, idem pour le débat sur le CETA, sur la lutte contre la désindustrialisation en Europe, à part Florian Philippot, qui a voté contre, vos élus Front National ont voté pour. Mais écoutez, madame, si vous essayez de faire croire aux Français qu'on ne les défend pas quand on est au Parlement européen, je vous souhaite bonne chance. Car en réalité, ce genre de texte est truffé en réalité d'admission. Non, madame, non. Vous les avez pas votés. Madame, si nous ne les votons pas, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a l'acceptation du principe même de la mondialisation sauvage, de
l'ouverture des frontières, de la libre circulation des produits et des capitaux. Des choses sur lesquelles je ne vote pas un texte. Je ne vote pas un texte dont la philosophie est la destruction de notre économie et du pouvoir d'achat de nos travailleurs. C'est très clair. Même dans la lutte contre l'évasion fiscale, sur le secret des affaires, c'est-à-dire qui est favorable aux multinationales, tout ça, vous l'avez pas voté. Non, madame, ça n'est pas vrai. Vous voulez qu'on fasse ce débat-là? On va le faire. En l'occurrence, il s'agissait sur le secret des affaires, comme vous dites, parce que vous dites ça, vous ne connaissez absolument pas le texte, vous ne l'avez pas lu, vous êtes contenté de lire une dépêche AFP. C'est pas un travail de journaliste, ça. Donc il s'agissait de protéger notamment nos entreprises françaises de la captation par des entreprises étrangères de secrets entre guillemets industriels. Nous avons déjà assez perdu de technologie qui a été transférée par nos dirigeants politiques en général lorsque les entreprises délocalisent ou lorsqu'on vend un produit, on transfère aussi notre technologie. On appauvrit les Français, on les prive des fruits de leur intelligence. Eh bien, nous ne voulons pas de cela. Juste un mot pour finir, et avant qu'on parle de Whirlpool, puisque ça va être la pub, et on va en parler. François Ruffin, qui était à Amiens, le jour où vous êtes allé à Whirlpool, lui aussi a pris à partie, alors vous étiez là le matin, lui a pris à partie Emmanuel Macron dans l'après-midi. Il a annoncé son vote pour Emmanuel Macron aujourd'hui. Donc il y a une forme de scepticisme quand même de la part des électeurs ou des amis de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais de la part de M. Ruffin, c'est juste une forme d'escroquerie. C'est juste une forme de trahison. Parce qu'on ne peut pas, encore une fois, lutter contre les délocalisations aux côtés des salariés qui en sont victimes et après voter pour M. Macron, dont nous savons pertinemment que son projet va entraîner la démultiplication des délocalisations, va laisser des centaines, voire même des milliers de familles au tapis. Je veux dire, il y a là une forme d'escroquerie. C'est pas possible d'accepter cela. De la même manière, c'est une manière de dire que M. Fillon, qui appelle à voter pour M. Macron à 20h02, alors que ses électeurs l'ont suivi, soutenu. Sont plutôt assez européens. Et lorsque, par exemple, vous parlez, vous dites que Emmanuel Macron est un banquier, que c'est un sale métier, entre guillemets. Non, ça n'est pour pas pour un certain nombre d'électeurs de François Fillon, moi je me dis, pour eux, ils se disent qu'un banquier, c'est une fonction sociale dans la société, une fonction économique, et que c'est pas si terrible. Et donc les électeurs de François Fillon, sur votre programme économique, ils doivent se dire peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Le problème, c'est que vous parlez pour vous-même. Mais je ne crois pas que l'immense majorité des électeurs de François Fillon pensent ça. Les électeurs de François Fillon, ils voient que M. Macron est un candidat qui ne veut strictement rien faire pour défendre la famille, qui est pour une immigration massive. D'ailleurs, il a indiqué qu'il fallait accepter beaucoup plus de migrants, que c'était une chance sur le plan social, économique, culturel. C'est quelqu'un qui a un énorme problème avec la laïcité. Énorme. C'est-à-dire qu'en réalité, il ne veut pas appliquer la laïcité, il est entre les mains des communautaristes et il se soumettra aux communautaristes. Merci. Voilà. On va se retrouver dans un instant. C'est quelqu'un qui, quand même, permettez-moi juste un mot, qui, le lendemain de l'attentat qui a tué un policier sur les Champs-Élysées, a osé dire « Je ne vais pas inventer un programme contre le terrorisme dans la nuit ». Ce qui veut dire qu'il n'a aucun programme, ni sur le plan de la sécurité, ni sur le plan de la lutte contre le terrorisme islamiste. Ça, ce sont des vrais sujets auxquels devraient penser tous ceux qui s'apprêtent à voter dimanche prochain. On va revenir, on va parler de Whirlpool et du terrorisme, justement. Merci Marine Le Pen. On se retrouve, on est encore ensemble pour plus de 20 minutes.